Alors il paraît que notre étoile ne va pas bien. Le vent a pris dans le même sens que la marée. Les Yankees n'entendent plus nos voix. Ils usinent des cœurs de pierre. On croirait que la mer va se refermer sur nous. Les anciens nous avaient pourtant prévenus. Tout nous lie, ici, sous le soleil. À bord d'un petit vaisseau favorisé par la course des planètes, bâti pour remonter des pistes, nous sommes partis. Partis ouvrir les vannes, se joindre aux tziganes, partis à marcher vers la source de la Chouap-Mouchouane, refaire nos forces, fonder une île, un sanctuaire gorgé de musique. Nous sommes nombreux à rêver de la chute de l'Amérique. Je pense que l'école doit enseigner la dissidence. Du décrochage scolaire au Québec, là, c'est affreux. C'est un des pires au monde. Nous ne pouvons pas supporter un système public où des milliards sont engloutis chaque année qui envoie dans le dallo 60% des corps. C'est pas acceptable. Il faut privilégier la liberté, même si parfois elle est excessive. Ils offrent une résistance en bois de bout. Ils sont une réserve d'épinettes, un puits de poètes, sourciers, navigateurs. Ils espèrent un autre siècle de lumière. Ils espèrent l'ouverture d'une autre voie sur la face nord de la comète. Ils donnent à voir un pays sage, interstellaire. Mais c'est tout au présent aussi. Ouais, encore ici. Compte tenu que dans la vie, il y a d'autres choses à apprendre, et finalement, compte tenu que l'informatique, souvent ça bug, ça enregistre mal. Mais peut-être pas dire ça bug, ça peut causer des problèmes. Parce que ça bug, me semble. C'est un mot qui existe, j'ai demandé à maman, elle dit que... Ah oui, c'est dans le dictionnaire, bug? Ouais. L'informatique, souvent, ça bug. Parce qu'on peut quand même le mettre un peu à notre image. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il faut garder un sérieux, mais... Puis les contenus, là... ouais, c'est ça. Faut que ce soit 2 minutes, fait qu'on peut essayer de voir si avec ça, ça fait 2 minutes. OK. Tu me dis... Ben, go. Madame la ministre, compte tenu que passer plusieurs heures devant un écran cathodique nous envoie des ondes qui peuvent nous fatiguer... Allez, asseyez-vous. On n'en a pas parlé. Asseyez-vous, je vous en prie. Détendez-vous. Il nous reste 10 minutes. Bon, on n'en a pas parlé ce matin. Ben bon pour lui. Ben bon pour lui? S'il avait été jugé ici en Amérique du Nord. Prison à vie. Prison à vie. La différence, c'est que là, est-ce qu'il va véritablement être pendu? Oui. Non. Est-ce qu'on retourne au Moyen-Âge en faisant des choses comme ça? Oui. Saddam Hussein, combien de personnes il a tué? Wow, Martin! Monsieur Rodriguez, c'est à votre tour.
Oui, je dis que ce serait mieux qu'il reste dans une prison toute sa vie que de mourir, parce que de mourir, ça serait le délivrer de... Le délivrer de Ouais, tout le traîne dans la boue. Tu l'humilies. Ouais. Charlotte. On devrait le castrer et après le traîner pour après le faire saigner à blanc. Sadique, hein? C'est à ton tour. Ça, c'est comme on l'emprisonne pour il fait les affaires qu'il a faites, mais on l'emprisonne parce qu'il a tué du monde. Oui. Donc on ne devrait pas le tuer, il devrait peut-être au pire la prison à vie. OK, C'est donc comme répondre à la violence par la violence. Ouais, c'est ça, la violence en fait. maintenant, là, je vous renvoie la balle, OK? Là, c'est une justice qui est assez tranchante, assez sévère. Mais par contre, qu'est-ce que vous pensez de Guantanamo, la prison des Américains? Ça s'équivaut-tu, en fait, barbarie? Ça se ressemble, hein? C'est un camp de concentration Mais on a été vraiment terrible avec eux. On fait rien parce qu'on est Canadiens, tu sais. Pourquoi vous parlez tous en même temps? Comment voulez-vous qu'on vous comprenne? C'est assez bruyant, hein? Ils sont brillants. Mais au moins, Plus la fin d'après-midi. Le matin, c'est plus calme. oui. Au moins, ils sont animés, au moins, ils sont articulés. Ils prennent position. Mais l'idée de la vengeance est là, c'est normal. Elle est là. C'est juste voir qu'est-ce que tu fais avec ça. C'est ça. Et on veut qu'il souffre, on veut pas le tuer en même Quelque temps. chose quand même, hein? Il y a quelques années, on a commencé à demander aux écoles du pays de produire. C'était la mode dans le monde. Produire comme si l'éducation était un moyen pour tirer de la vie tout ce qu'on peut. Puis la machine s'est emballée. Fallait produire des enfants plus qualifiés, spécialisés, des enfants stimulés par la croissance, des gagnants pour justifier nos investissements. Plus d'enfants, des enfants plus compétitifs sur les marchés, des enfants qui allaient rapporter. Récemment, certains ont commencé à dire « Il semble que nos écoles soient hantées par un chapelet de chiffres, une rhétorique assassine qui nous mine. » Et là, les États généraux de l'éducation ont dit, en gros, l'école n'est pas ajustée aux défis du présent. Pour résumer les constats rapidement, l'école est abstraite. Elle est construite en fonction d'une échelle de performance où les tempéraments plus intellectuels sont favorisés par rapport, disons, à d'autres catégories d'intelligence, les créateurs, les manuels, bon, et ainsi de suite. On ne tient pas compte de la différence. Et donc, en fait, on ne tient pas compte des enfants individuellement avec les milieux qu'ils amènent à l'école et on n'est pas ajusté à la transition démocratique d'un système public. En fait, le problème de la pédagogie, à mes yeux, aujourd'hui, c'est qu'on a une pédagogie idéologique. Donc, elle est basée sur des idées, sur des dogmes. Tu dois intégrer telle affaire, tu dois intégrer telle chose. Et en plus, on t'oriente pour que tu sois productif. Donc, tu puisses rendre service au sacro-saint économique. Et je dirais non, ce qui serait intéressant, c'est de dire à un jeune, voilà le potentiel que tu as en toi. Voilà les outils qu'on te donne pour le révéler. Et développe ta pensée critique. Et par rapport à ça, par la suite, va faire tes choix en fonction de ce que tu es et en fonction des valeurs auxquelles tu crois. Pour une cohorte simple, une cohorte, disons, de 100 enfants qui entrent en première année du primaire, on n'en retrouve plus au niveau collégial que, disons, 20 ou 25 dans le meilleur des cas. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui sont tombés dans le dallo en cours de route. Nous ne pouvons pas supporter, personne ne peut supporter un système public où des milliards sont engloutis chaque année, qui sont des fonds publics, et qui envoient dans le dallo 30, 40, 50, 60% des cohortes. C'est pas acceptable. Les écoles alternatives ont, depuis leur départ, un projet de société fondé sur des valeurs différentes de celles de la société industrielle dans laquelle on vit, société industrielle et capitaliste, et matérialiste même dans laquelle on vit. Alors pour nous, l'école n'est pas un instrument que se donne la société pour entrer les jeunes dans la société et leur dire « fonctionne comme ça »,
mais une école qui développe des jeunes et leur permet de créer une société différente. Après ça, tu as un ennemi qui arrive dans le décor, un ennemi. Tu me suis? Et après ça, tu fais une phrase ou deux phrases dans lesquelles il y a un élément déclencheur. Je veux que la situation initiale soit changée. OK? Et là, tu fais deux péripéties. Dans l'enseignement alternatif, ce qui est intéressant, c'est que on ouvre des portes, on renvoie les élèves à eux-mêmes. Les cours magistraux, il y en a peu, sauf quand nous, on décide de donner un atelier. Puis, en dehors de ça, moi, j'ai pour mon dire, pour avoir vécu les deux, l'enseignement dit plus classique et l'enseignement ici alternatif, je pense que quand on est en relation avec un élève ou un petit groupe d'élèves pendant 20 minutes sur une notion quelconque, je te donne l'exemple des participes passés employés pronominalement, c'est difficile à comprendre, mais si on en a 3-4 avec qui on s'assoit et qu'on leur explique ça, pour moi, le 20 minutes qu'on aura investi là est bien plus avantageux et bien plus profitable, puis et sera, quant à moi, bien plus assimilé de leur part que lorsqu'on donne un cours pendant 75 minutes devant 38 élèves, 34, 33, 32, où on en perd plusieurs, puis où est-ce qu'il y a des élèves avec qui on doit faire de la gestion de classe, gestion de comportement. Et puis on n'a pas commandé le nom. Le tour. Attends un peu, faut que je revoie tes plans. Ah oui, c'est ça ici que ça prenait, hein? Ouais. 2,5 par 1 par 12. Tu m'as pas commandé le bon, j'ai trop là. Le plateau collé sur la... Merci. Oui, faut que tu mettes ton plan à... C'est ça. Lève pas, par exemple, ta langue. La commande le bois, puis habituellement... Collez pas dessus, parlez avant de coller dessus. C'est ça. T'es supposé en avoir 2 comme ça. Je suis toujours sur le terrain avec les élèves. D'ailleurs, je suis aussi en IAT, c'est notre atelier de menuiserie, parce que ça me permet de faire des mathématiques avec eux de façon appliquée. Ça me permet de rejoindre une clientèle que je ne rejoindrais pas si j'étais soit en classe ou dans un bureau fermé. Et bon, pour 60 % de la population, l'enseignement traditionnel fonctionne. Mais pour un 40 % on a besoin d'ajustements. Et dans l'école ici, c'est clair que les élèves qui ont choisi, avec leurs parents, de venir ici, c'est d'emblée parce qu'ils voulaient quelque chose de différent. Mathieu. Viens me voir. Comment ça va? Pas mieux, toi? Ah, ça va bien. Les retrouvailles, les retrouvailles émotives. Sarah a été avec nous pour la 5e année de son secondaire seulement. Elle était d'une école secondaire traditionnelle, puis elle a quitté il y a 2 ans. Ça fait 2 ans qu'elle est plus ici. Puis elle revient. Ils font tout ça, hein? C'est la famille. Je te vois tantôt. Je vais être en bas, viens me voir. OK? Ciao! Allez-y marcher dans les écoles du Québec et demandez-leur à vos enfants pour voir ce qu'ils pensent de notre bolide viral industriel qui ne parvient plus à infléchir sa course par balle vers la maladie monumentale, matérielle, sans fin, sans fond, abyssale. Allez-y marcher dans les écoles. Vous croiserez beaucoup de jeunes gens en colère qui vous diront « Il y a un problème architectural avec votre échafaud mental à sens unique bancal. Il y a un problème colossal avec votre monde cannibale, puisqu'il nous avale. » Allez-y, demandez-leur à vos enfants. Les plus mal à manger vous enverront chez l'IAB en disant « Nous ne voulons pas être ce que vous avez été. Nous ne voulons pas être ce que vous nous demandez. » Aux origines de l'école, il y a cette idée de nourrir les enfants, pour leur apprendre à sortir d'eux, à aller au-delà de ce que leurs parents ont été. Cette idée d'insuffler une culture propre à chacun, une quête de mieux, de progrès pour les humains, tous les humains. Il y a cette idée fondamentale d'en venir à comprendre le monde autour et à vouloir y contribuer. Or, en 2008, trop de jeunes garçons du Québec décrochent de la vie ou sont décrochés par la vie, qui sait, beaucoup plus qu'ailleurs au monde. Le tiers de ces enfants suicidés ont connu l'échec scolaire. Alors des gens ont commencé à demander si les écoles du pays parvenaient encore à donner l'envie et la chance à tous ces enfants de participer à l'aventure humaine.
On va passer 3 heures à parler d'un sujet qui est vraiment intéressant, qui est vraiment important aussi sur la question de l'obéissance aux ordres, à l'autorité. Est-ce qu'on a le droit, moralement, ou le devoir même, de désobéir quand on juge que les ordres ou les lois, les règlements qui nous entourent sont injustes ou illégitimes sur le plan moral? Après ça, vous allez faire une petite réflexion en équipe sur la soumission à l'autorité. On va voir une expérience d'un psychologue qui est vraiment important au 20e siècle, c'est Stanley Milgram, qui a fait une expérience assez troublante pour essayer de comprendre comment le phénomène du nazisme, comment les Allemands ont pu embarquer dans la machine de mort qui a causé la mort de 6 millions de Juifs. C'est un peu aussi cet exercice-là de vous faire prendre conscience qu'il faut toujours garder un peu un œil critique puis un jugement éthique sur les sujets qui se passent dans notre actualité, les enjeux qui existent à notre époque. Puis ça, c'est un des premiers devoirs d'un citoyen. Il dit ne pas créer de dommages physiques. Les dommages physiques sont créés, c'est pas une vraie expérience, mais ils sont créés pareil sur l'élève. Ouais. Moi, je dirais que c'est pas une question évidente, ce serait peut-être même entre 1 et 4 parce que dans ces stades-là, tu as toujours une soumission à ce qui est extérieur à toi, tu sais, de peur d'être rejeté des autres. Peut-être même que le stade 6, la personne aurait refusé d'électrocuter la personne. Puis essayer de trouver une histoire, un scénario, un contexte où tu serais placé, par exemple, à une autorité qui t'imposerait de faire quelque chose. Exemple, si tu tues un je te tue, tu tues l'autre pour gagner la bien. Le vol devient comme une acte acceptable. Selon toi, le vol était bien parce que c'était pour payer ton délai pour avoir de mal. C'est le défi de la philosophie, c'est d'essayer d'actualiser les penseurs qui ont existé autrefois. C'est sûr que si tu prends Socrate puis tu ne sors pas de son contexte, les étudiants vont avoir de la difficulté à avoir la pertinence pour le présent, là. Mais si tu demandes aux étudiants, est-ce qu'il y a encore des preuves d'esprit socratique dans notre société? Est-ce qu'on a encore besoin de la démarche socratique pour avancer? Je donne souvent l'exemple, par exemple, des personnes comme Richard Desjardins. Dans ses films, il y a une attitude socratique dans le sens qu'il questionne les pouvoirs en place, les pouvoirs des compagnies. Si, par exemple, vous étiez dans une situation où vous imposez un ordre que vous jugeriez immoral selon votre conscience, sur quel principe vous vous appuieriez pour défendre votre point de vue? Tantôt, tu disais, William, que toi, tu aurais refusé. Premièrement, ça attaque ma morale à moi, puis ça attaque la morale universelle. Puis là, c'est quand même 2 morales quand même assez importantes. Si ça me tente pas, moi, qu'on m'électrocute, ben j'électrocuterai personne. Donc ça, c'est le principe de la règle d'or qu'on a vu au premier cours, là. Donc, ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Donc, on a le droit, puis on a même le devoir de se rebeller quand le gouvernement bafoue ses propres principes sur lesquels la société est établie. Salut, Antoine. Moi, tu l'as, mon terrain. Bonjour. Bye. Hier, on a manqué notre tutorat. C'est pas Ouais. Comment? Hier, on a manqué notre tutorat. Il faut que vous veniez me voir. C'est toi qu'il faut qu'il y ait d'abord, c'est ta responsabilité. Oui. Mais j'ai oublié. N'oublie pas, c'est tout. Ouais, mais c'est bonheur. Cette fois-ci, par contre, tu viens pas me voir avec un petit papier qui dit que c'est reporté à 10 heures. D'accord. Cindy, comme il est beau, votre manteau. Merci. C'est de l'ours polaire? Non. C'est quoi? C'est du Suède. Du minet? Du Suède. Du Suède. Ça ressemble à du daim. C'est bon, c'est chaud. Soyez sage. Bonjour. Salut, Janice. Définitivement, les jeunes qui sont ici, quand ils sortent d'ici, ils sont certainement pas plus cultivés qu'ailleurs, certainement pas plus érudits qu'ailleurs, mais ils auront développé définitivement des qualités d'autonomie, des qualités de coopération, des qualités de respect à l'égard des autres. Tu sais. La différence ici, elle est reconnue, elle n'est pas marginalisée. Et ça, c'est important aussi. Tu sais. Les élèves ne se font pas cracher dessus quand ils sont différents. S'il y en a qui décident de s'habiller d'une certaine façon, ils ne sont pas pointés du doigt. Au contraire, ils sont respectés dans leur différence. Tous les contenus du programme secondaire sont ici. Et les élèves ici passent les mêmes examens que partout ailleurs, les mêmes examens des commissions scolaires, les mêmes examens du ministère. S'ils s'en allaient vers des échecs, on ne pourrait pas continuer. Mais ils ont appris autrement. Et ils apprennent d'une façon que ça ne développe pas la passivité, la dépendance, la soumission, puis le perfectionnisme, puis le tétage des profs. C'est-à-dire que tu apprends à citer le prof, tu attends à souligner des affaires, mettre des petits carrés rouges. Toutes des fausses choses fausses qui marchent, qui pognent encore. Tu sais. Alors, on ne veut pas qu'ils apprennent ça. On ne veut pas qu'ils apprennent de la tricherie institutionnelle. Mme Aubin est forte en français. Elle vient d'avoir un bon résultat en français, Mme Aubin. N'est-ce pas? Tout à fait. Vous êtes fière? Oui. Moi aussi.
Bonjour, Laurence. Bonjour. Ça va? C'est où ton bilan? 208. 208? Chez Mademoiselle... Ah, ça se passe bien? Ouais. Heureuse? Bien. Quant à moi, c'est une école qui fonctionne aussi parce que les élèves, ils ont le goût de venir à l'école. Moi, je suis là depuis le début, là, depuis le tout début du vitrail. Puis Dieu sait que c'était difficile au début. On avait 80 élèves, puis les directions d'école nous avaient envoyé leurs pommes pourries, entre guillemets, OK? Les élèves les plus durs. Et moi, ce que j'ai constaté, même la première année, c'est que ces élèves-là, qui étaient comme ça, puis qui nous envoyaient promener, là, ils ont fait ça. Ils ont levé la tête, puis ils avaient le goût de venir à l'école. Alors qu'avant, l'école, c'était... J'en ai rien à cirer, là. Et ils ont véritablement pris goût à venir à l'école. Puis ça, c'est pas rien, là. C'est pas rien. Et je me souviens d'une élève, pour ne pas la nommer, qui s'appelait Julie. Julie, là, elle sacrait. Elle voulait rien savoir de personne. T'osais lui parler, puis un peu plus, puis elle te cognait, tu sais. Et à la fin de l'année, quand elle a quitté ici, il y a 2 ans, en secondaire 5, elle a fini son 5 avec nous, elle pleurait à chaudes larmes. C'était une élève qui participait dans les titulariats, dans les bilans, qui faisait la gestion. Tu vois, toi, on était en train de parler. Évidemment, elle n'avait pas changé toute son... C'était pas un virage à 180 degrés, mais c'était une véritable ouverture d'esprit, une véritable ouverture sur le monde. Et elle a découvert chez elle des qualités qu'elle ignorait. J'en parle, j'en suis ému vraiment. Pour moi, ça, c'est le secret de notre réussite. D'offrir à ces élèves-là, puis c'est une clientèle qui est variée, qui est très hétéroclite. Là, on n'est pas une école spécialisée pour les débiles, là, tu sais. C'est une clientèle ouverte à tout le monde. Et moi, je pense que tout le monde y trouve son compte. Salut! Bonjour! Moi, quand je rentre dans le système scolaire, c'est donne-moi des outils que je vais pouvoir utiliser. Je ne vais pas nécessairement pouvoir être chercheur, mais par contre, il n'y a pas de limite à ce que je sois un être humain accompli. Et je veux être un être humain accompli, puis peut-être que, c'est en étant couvreur sur un toit, justement, c'est peut-être en travaillant dans une shop que je vais me sentir à ma place dans la société, que je vais m'épanouir, puis je vais apporter le plus de choses. Mais c'est pas normal qu'à la fin de mon système scolaire, comme j'ai pas réussi à avoir un diplôme, je me sens en décalage, que je me sens dévalorisé pendant toute ma vie de travailler à la shop. Parce que ça se trouve, je peux aimer ça, travailler à la shop, parce que je me sens à ma place, je me sens en homéostasie avec mon milieu. Donc c'est ça où je dis que on devrait aller vers ça au niveau du système pédagogique. C'est quelle est la place de l'individu dans la société, quelles sont ses forces et faiblesses, et est-ce qu'on doit tous les amener à être universitaires, en admettant que ce soit un critère de réussite, ce dont je ne suis pas nécessairement sûr, ou est-ce que c'est comment cet individu-là, au mieux de ses capacités, au mieux de son développement personnel, va pouvoir prendre sa place dans la société et contribuer à faire une société meilleure. Au thème 3, on va passer au principe de la désobéissance civile. Je vous ai fait un PowerPoint avec beaucoup d'amour. Toujours. Des beaux PowerPoints avec des belles images. Puis je vais vous présenter un peu les idées de base au niveau philosophique, politique de la désobéissance civile. Donc, les principaux représentants qu'on va voir, il y a David-Henri Thoreau, Mahatma Gandhi, la grande âme, puis Nelson Mandela, le héros de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud. Donc, qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces individus-là? On est un peu les gardiens de cette culture-là, de cette tradition-là qui nous a précédés. On est un peu le lien entre le passé, le présent, puis l'avenir. Puis si l'éducation tue ça, si on enlève la philosophie, la littérature, puis la formation générale, je pense qu'on tue l'âme puis le cœur de ce que c'est une vraie éducation. Je pense que l'école doit enseigner la dissidence. Au lieu de dire qu'il faut être respectueux, il faut dire aux étudiants, tu peux dire non à ton prof. Tu peux dire que tu n'es pas d'accord. Tu peux refuser de suivre ce qu'on t'enseigne. Encourager les gens, une certaine anarchie dans cela. Encourager un refus de discipline. Précisément parce que la liberté est menacée partout.
Il faut privilégier la liberté, même si parfois elle est excessive, même si parfois elle va mener à des sottises, même si parfois les opinions exprimées seront influencées par la jeunesse et manque d'expérience de celui qui les exprime. Il faut quand même dire la liberté est totale. Alors d'une part, tu dois apprendre l'histoire de la philosophie, de la littérature, tout cela, mais tu peux dire des choses qui vont dresser le cheveu sur les têtes de tes profs et personne ne peut te discipliner pour avoir dit non. Le Québec consume aussi ses maîtres, plus qu'ailleurs. 60% des professeurs abandonnent l'école avant leur 4e année d'enseignement. Des gens ont commencé à dire « ça va faire ». Il y a un malaise entre nos murs. Il faut repenser à notre affaire. Une école qui ne permet pas cette rencontre entre un maître éclairé et un élève, aussi pété soit-il, est une mauvaise école. Point. Tous les enfants ont ce droit fondamental de trouver le maître dont Platon a dit qu'il serait juste, sage, courageux et modéré. De tout temps, ce sont de ces petites rencontres quotidiennes, lumineuses, toutes distinctes et précieuses, que sont nés les pays. Regarde ici, là, quand on parlait de la sermentation. Voyons. Il donne les... Là, on visionne une vidéo de comment ça se passe au Parlement écolier. Dans le fond, Marine, elle va vivre exactement ce que les députés vivent. Donc, c'est un monde qu'on connaît pas beaucoup. Donc, on se renseigne pour voir vraiment qu'est-ce qu'on va faire. Oui. Mais dans le fond, nous, on dit nos arguments. Là, après ça, il y en a d'autres qui... Mais ça, on reste tout le temps dans la même salle? Non. Quand tu es en commission, tu changes de salle. Cool. Vous allez travailler 12 députés ensemble, mettons les députés contre. Vous allez échanger. Ben, il va en avoir d'autres. Mais quand tu dis vous, moi, je suis pas là-dedans. Oui, toi, tu es là-dedans, tu es contre. Est-ce que vous m'entendez, Julie? Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Pour commencer, les deux filles vont présenter leur loi. Ils vont dire si elles sont pour ou contre. Ensuite, on pourra avoir une petite discussion pour voir si la majorité des élèves sont pour ou contre chacune des deux lois. Est-ce que c'est clair? Oui, moi, je suis prête. Moi, c'est le texte de loi numéro 3. La loi, c'est loi obligeant les écoles primaires et secondaires à intégrer quotidiennement l'informatique dans toutes les matières scolaires. Madame la ministre, compte tenu que passer plusieurs heures devant un écran cathodique nous envoie des ondes qui peuvent être nuisibles pour les yeux et qui peuvent nous fatiguer, compte tenu que les élèves peuvent développer une dépendance à l'informatique, compte tenu que dans la vie, il y a d'autres moyens et outils pour nous aider à apprendre, Madame la ministre, je suis contre ce projet de loi. Merci. Bravo, vous en aviez trouvé beaucoup. Vous aviez beaucoup de bons arguments. Ça ouvre la porte pour faire d'autres sortes de débats. Nous, on en fait tous les vendredis. Regarde, une belle petite place ici si tu le souhaites. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire dès aujourd'hui pour faire en sorte que le monde soit à une place meilleure? Hein? On a eu des belles manifestations dans les dernières semaines, mais je veux vous entendre là-dessus. Moi, je trouve que mon meilleur serait qu'on serait comme plus indulgent, qu'on réglerait nos problèmes autrement que par la force. Ce serait sans doute plus apprécié, qu'on trouve une autre monnaie d'échange, une autre façon de procéder pour arriver à nos fins. Ce sera
Déjà, juste essayer de changer sa propre école, changer son propre village, changer sa propre personnalité, il faut être capable de se rendre nous meilleurs avant de rendre un monde meilleur. Moi, ce que je trouve qui fait que le monde est meilleur ou moins bon, c'est pas l'argent. C'est pas ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas. Il faut poursuivre nos rêves. Et, par exemple, quelqu'un qui rêve de devenir célèbre avec un livre ou avec une œuvre, d'après moi, je pense pas qu'il rêve de l'argent, qu'il rêve de la valeur matérielle. Je pense qu'il rêve plus de l'étincelle que les autres ont dans les yeux quand ils le regardent, ou de ce qu'il a accompli, de la fierté qu'il aurait à ce moment-là, et du fun qu'il aurait pendant qu'il ferait ça. Ça, c'est plus ce que je veux dire en tant que but dans la vie. C'est pas l'argent, d'après moi. Et les différences, je trouve que c'est vraiment une richesse parce que ça permet d'avoir de nouvelles idées, de voir ce à quoi les autres rêvent, les autres envient, les autres pensent, les valeurs des autres. Ça, c'est vraiment... c'est merveilleux. Voilà. Il doit être le citoyen exemplaire. Il n'est pas le papa, ni la maman, ni le frère, ni la sœur. Il n'est pas non plus le savant. Il peut être le savant, il peut être le maître, c'est-à-dire il sait des choses, mais ce n'est pas son rôle premier. Son rôle premier, il doit être un modèle, il doit être exemplaire. Et l'école est une petite société. John Dewey disait que l'école, c'est la démocratie en miniature. Bon. L'enfant vient à l'école et il doit apprendre là les vertus de la démocratie, la tolérance, l'ouverture, le pluralisme, la délibération, la réflexion, la connaissance de soi. Toutes ces choses-là, il doit les apprendre. Et en même temps, il doit voir qu'il y a une transcendance des contenus autour de lui, c'est-à-dire il y a des connaissances qui ont été acquises par les générations antérieures, qui doivent lui être transmises. Il doit apprendre à aller les chercher. Il doit devenir compétent. Bon. Qui peut synthétiser pour lui, d'accord, toutes ces fonctions en même temps? C'est l'enseignant. C'est l'enseignant. L'enseignant est celui qui, d'une part, représente la société. Il est la norme. C'est lui qui dit aux jeunes, bienvenue dans la société est là. Qu'est-ce que tu veux faire? On va le chercher ensemble. Moi, je ne vais pas te l'imposer. Je ne vais pas te dire, fais ceci, fais cela. Je ne vais surtout pas te dire qu'être médecin, prêtre ou avocat est meilleur qu'être un réalisateur de cinéma. Je ne vais pas te dire ça. Je vais te dire, peux-tu regarder en toi-même où sont tes forces et tes faiblesses? Je vais t'aider. On va essayer de te connaître, OK? Puis en fonction de la connaissance de toi que tu vas développer année après année, on va aller chercher les instruments pour te réaliser. Sciences, maths, info. Je fais le journal des maths. Dans mon D2, 3, On n'est pas la panacée de tous les maux de l'éducation. Ça, on peut pas prétendre ça. Mais disons que, moi, dans ce que j'ai vu, puis quand je vois les élèves, avec le feedback qu'ils nous donnent, je peux pas m'empêcher de croire que ça fonctionne bien mieux que dans bien des écoles dites régulières ou dans les grosses polyvalentes qui sont très impersonnelles. Et au risque de se répéter, si le ministre voulait faire un bon coup, là, il diminuerait le nombre d'élèves dans les écoles, il instituerait quelque chose comme le tutorat, et je suis convaincu qu'après 6 mois, il y aurait des résultats tangibles. Du décrochage scolaire au Québec, là, c'est affreux. C'est un des pires au monde. Ici, du décrochage scolaire, là, il n'y en a même pas. Quand on dit qu'un jeune est un décrocheur du système scolaire ou du système social, c'est comme si on lui renvoyait la responsabilité. Quand on dit qu'il est décroché, ben là, on a une responsabilité collective, puis je trouve ça particulièrement intéressant. Et ce qu'on se dit, ben, comment faire que ces jeunes-là puissent s'impliquer dans la société, puissent être des bâtisseurs de la société de demain, sans que pour autant ils rentrent dans le moule, puis deviennent lisses. Donc on se dit, on leur propose un outil, cultive ta marginalité, puis viens avec cette marginalité, contribue à faire évoluer la société avec cette marginalité-là. Puis peut-être que du coup, on va découvrir des voies auxquelles on n'avait pas pensé jusqu'à présent. Donc c'est comment utiliser ces valeurs humaines-là, puis en faire profiter la société.
fontaine, puis c'est une fontaine. Comme ça, c'est tout. Ça dure pas longtemps, c'est éphémère comme bonheur. Plus que j'ai d'affaires à faire, moins que j'en fais, on dirait. OK. Donc, le stress monte. Ouais. As-tu fait l'examen de pratique en maths? Non? Non. OK. Les amours? Bof, moyen. Moyen poche, moyen cool? Moyen poche. Oh! Tu vas être tout seul à Noël? Non, là, mais... Quand même. Ouais. Éducation physique, c'est la danse. T'as l'air drôlement en forme comparativement à il y a un mois, là. C'est temps que tu lâches la job, hein? Ouais. Mais c'était trop. Je crois pas que personne dans le monde de l'éducation veuille brimer un élève. On veut lui donner le maximum qu'on peut lui donner. Mais je crois que les moyens qui sont utilisés, soit l'isolement dans des classes à part, socialement, ça crée des divisions. Et c'est pas tant au niveau du faire que ça devient grave, c'est au niveau de l'être. À savoir que l'être devient quelqu'un de moins que l'autre. Puis ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'on est moins parce qu'on a des défis à relever. Au contraire. Salut mon grand, comment ça va? Ça va très bien. Bien, c'est genre le petit nerd là, qui bêche dans le truc de pain d'argent. Sinon, c'est qui met dans les frites. La philosophie, à l'origine, c'était dans la cité, c'était sur la place publique. Les grands penseurs, Socrate, Aristote, Platon, avaient une interrogation politique. Puis la philosophie a toujours été liée à cette dimension-là. On est un peu à contre-courant, les philosophes. Puis les professeurs de littérature, des fois, on se sent un peu seul. Puis la vague, le courant est fort. Puis l'école subit beaucoup d'assauts, d'influences du monde extérieur de la société actuelle qui nous demande justement d'être rentable, d'être efficace. Bon, avant de commencer, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la sexualité, je suis pas sexologue, je suis pas un spécialiste là-dedans, mais la seule chose que je sais, c'est qu'on est des êtres sexués. Il n'y a pas d'être humain neutre dans la nature, en tout cas. Donc, ça influence tous nos comportements, nos façons de voir la réalité, le monde qui nous entoure. Donc, on n'a pas besoin de mettre ça entre les mains de spécialistes. Il faut se questionner personnellement, justement, sur ce sujet-là, parce que ça concerne tout être humain. Moi, je trouve ça même dommage pour nous, les gars, parce que je trouve que ça vient justement banaliser le côté sexy de la femme. Ça vient toujours montrer quelque chose de super sexuel. Ça vient un peu briser le mythe de l'intimité, puis ça vient, tu sais, quand ta blonde, dans le fond, avant même de la connaître, genre, tu sais, t'enlèves 2 petits carrés de tissu, tu sais à quoi elle ressemble tout nu, mais il y a un peu moins de magie, là. Pornographie de masse, c'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire, là. Tu sais, les Grecs, les Romains, maintenant, je sais pas, les contemporains, on va dire, là. Je sais pas, c'est peut-être des vagues, là, suite à certaines philosophies ou idéologies, tu sais, on vient de sortir de quoi? 1000 ans de chasteté, de stérilité, en Moyen-Âge, christianisme, là, puis ça fait quoi, 25 ans, 30 ans, là, que, tu sais, qu'il y a comme plus rien qui tient cette histoire-là. Fait que c'est le free for all, là. Tout le monde est libre, puis ouais... Mais en s'exposant plus, je crois que les femmes pensent plus contrôler l'homme, étant donné qu'ils sont objets de désir et que les hommes vont être plus à leurs pieds. Fait que c'est comme un moyen, une branche de l'émancipation de la femme, je crois. Mais tu sais, à quelque part, là, dans le droit des femmes, dans le cheminement des femmes aux côtés de l'homme, dans la société, Chris, il y a quelque chose qui a mal tourné, là, tu sais. Si la femme est rendue majoritaire dans la publicité, OK, la femme prend plus de place dans la société, mais c'est pas la bonne, là, tu sais. C'est une femme objet, c'est pas une bonne place, ben. C'est pas de la citoyenneté, ça, là. C'est un morceau de jambon. On privilégie une société utilitariste, on décide à un moment donné d'abolir les humanités, la pensée, la formation générale qui est toujours contestée, c'est que
ça devienne finalement des accessoires de la culture, mais finalement qu'on finisse à vivre dans une société qui serait complètement stérile, complètement machinale, complètement orientée vers l'économie, le marché, la rentabilité, l'efficacité, la performance. Je pense qu'on est la première génération où on a peur parce qu'on sait qu'on a un temps. Jusqu'à présent, on a peut-être un temps limite. Jusqu'à présent, on jouait une partie où le temps ne comptait pas. Et là, j'ai l'impression que pour la première fois, il peut y avoir fin de match. C'est 2050, 2100, c'est peut-être la fin de match. Puis j'espère me tromper. Mais je trouve ça bizarre de me dire que peut-être mon enfant, il va vivre la fin du match. Alors je veux qu'il ait les outils. Je veux qu'il y ait les outils, puis l'école a une responsabilité là-dessus. C'est cette génération-là qui va faire la révolution écologique. C'est cette génération-là qui va être plus solidaire. C'est celle-là qui va peut-être nous amener une justice. Le monde que notre génération lègue n'est pas un monde égalitaire. C'est pas un monde égalitaire. C'est un monde d'individus triomphants qui a avalé, mais complètement, jusqu'à s'étouffer, les idéologies néolibérales, la consommation, le capitalisme. Demande de bien vouloir lever la main droite et de répéter après moi le serment d'office. Après le mot « je », vous devrez dire vos prénoms et noms. Je, Marie. Déclare solennellement. Que j'exercerai mes fonctions de député du Parlement écolier. Que j'exercerai mes fonctions du député du Parlement écolier. Dans la plus grande dignité. Dans la plus grande dignité. En respectant les institutions parlementaires. En respectant les institutions parlementaires. Merci, Monsieur le député. Je cède maintenant la parole à Madame la députée de Richemont. Monsieur le Président, compte tenu qu'avec les coûts de réparation et d'entretien du matériel, on risque d'avoir moins de services pour les élèves en difficulté ou moins de sous alloués à la culture, compte tenu que l'informatique encourage à travailler seul plutôt qu'en équipe, compte tenu que souvent l'informatique s'abogue, s'enregistre mal et que ces frustrations peuvent augmenter le niveau de violence chez les jeunes, compte tenu que l'informatique est un univers virtuel, un univers qui coupe tout contact avec la réalité, compte tenu que dans la vie, il y a d'autres moyens et outils pour nous aider à apprendre, Monsieur le Président, je suis contre ce projet de loi. Merci. Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de l'Acadie. Je n'ai jamais lu Hannah Arendt, mais j'ai lu cette phrase-là d'elle dans un journal. Ça m'a complètement jeté à terre. Elle a dit ceci: si nous ne leur transmettons pas le monde, ils le détruiront. À chaque fois que j'écris pour les ados, je pense à ça. À chaque fois. Nous voulons vivre dans un pays qui épaule tous ses enfants avec le même amour. Un pays qui les unit, qui les rassemble. Nous voulons vivre dans un pays qui refondera la social-démocratie. Nous voulons vivre dans un pays où les maîtres fournissent le nécessaire pour comprendre nos erreurs passées. Un pays qui enseigne à ses enfants
que le reste du monde nous concerne toujours. Un pays qui leur apprend à réfléchir plutôt qu'à obéir. Et puis un jour, nous verrons poindre dans leurs petits yeux les idées lumineuses et le souffle qu'il nous faudra pour continuer.